Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, nous nous retrouvons pour notre chronique régulière consacrée à l'Espagne. Là, nous allons un peu faire un tour d'horizon en partant de la Catalogne au niveau national et on parlera ensuite des niveaux international, notamment concernant l'Algérie, les relations entre Alger et Madrid. Antoine, la première question concernera donc la Catalogne. 5 ans après le référendum d'autodétermination, le mouvement indépendantiste en Catalogne se fragmente. Peux-tu nous dire les raisons de cette fragmentation et évidemment ses conséquences politiques à court et moyen terme? Bonjour Alexandre, effectivement l'indépendantisme catalan a connu des jours meilleurs, on peut dire cela comme ça. Pour rappel contextuel, depuis mai 2021, c'était donc la Catalogne est dirigée par un gouvernement de coalition entre deux partis, la gauche républicaine de Catalogne, vu son nom, on se doute un peu de son périmètre idéologique, et Ensemble pour la Catalogne, qui s'appelle Junts, donc c'est un parti, c'est le parti qui a été fondé autour de Carles Puigdemont, qui était le président du gouvernement catalan au moment du référendum de 2017. C'est un parti qu'en Espagne on qualifie de post-convergent puisqu'il reprend une partie de l'espace politique d'un parti qui s'appelait Convergence démocratique, qui était le parti du grand leader nationaliste catalan Jordi Pujol, qui a gouverné la Catalogne de 1980 à 2003, et donc c'était un grand parti plutôt libéral avec des tendances, pouvant avoir des tendances un peu de social-démocrate, mais globalement un grand parti libéral et nationaliste qui avait basculé dans l'indépendantisme au détour des années 2010. Ce gouvernement de coalition a toujours eu un fonctionnement complexe, puisque en fait, si je schématise un peu, la gauche républicaine et Junts sont les deux âmes de l'indépendantisme. Aujourd'hui, il y a d'un côté un indépendantisme qu'on peut qualifier de modéré ou de pragmatique, qui est de se dire que l'expérience de 2017, du référendum de 2017, montre toute la limite d'une indépendance proclamée unilatéralement, c'est-à-dire le fait de ne pas chercher le dialogue avec l'État, le fait d'aller dans la confrontation avec l'État. Il y a eu un vote des Catalans, ce vote, je le rappelle, avait été déclaré contraire à la Constitution et interdit par la justice, mais il s'était tenu. Plus de 80% des participants, on va dire en gros plus d'un tiers des électeurs catalans s'étaient prononcés en faveur de l'indépendance, et cette indépendance ne s'était pas concrétisée. Et là, il y a une double lecture entre les indépendantistes. Il y a donc ces indépendantistes modérés qui considèrent que finalement ce référendum de 2017, il a une signification politique, il montre qu'il y a une base populaire pour mener un mouvement vers l'indépendance, mais que le côté unilatéral ne fonctionne pas, il ne peut pas suffire, et qu'on ne peut pas construire un pays indépendant demain avec 50% de sa population qui serait pour la construction de ce pays et 50% de sa population qui serait contre. Donc ça, c'est le courant que représente la gauche républicaine de Catalogne, c'est-à-dire finalement essayer de construire une majorité sociale très forte qui ferait que finalement, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais l'indépendance paraîtrait quelque chose de naturel dans l'esprit d'une grande majorité des Catalans, et que finalement cette indépendance pourrait se faire dans un référendum accordé avec l'État, un référendum entendu, et amènerait naturellement le pays. De l'autre côté, on a donc Junts, qui d'ailleurs est soutenu de ce point de vue par la candidature d'unité populaire, la CUP, qui est un parti d'extrême gauche, qui soutenait le gouvernement de coalition mais sans en faire partie. Et là, par contre, eux, c'est de dire le référendum de 2017, c'était une fin, c'est un mandat. Mandat nous a été donné de réaliser l'indépendance et nous devons la mettre en œuvre. La difficulté à laquelle fait face la Catalogne, c'est que, comme toute l'Europe, elle a traversé une pandémie qui a donc généré notamment des arrêts d'activité économique, du chômage partiel, un effondrement du tourisme, et ensuite elle a traversé, comme toute l'Europe, la crise notamment inflationniste qui est renforcée par la guerre en Ukraine.
De ce fait, la préoccupation majeure des Catalans aujourd'hui, c'est évidemment leur situation sociale propre et la situation socio-économique du territoire, plus que son rapport avec Madrid. D'autant que la stratégie du dialogue adoptée par Pedro Sánchez depuis son arrivée au pouvoir en 2018, même si elle ne fait pas avancer la cause indépendantiste et qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas, ça fait 4 ans que ce dialogue fonctionne selon différentes modalités, il n'a rien apporté dans un sens ni dans l'autre. Mais simplement, le fait que l'État ne soit plus dans une posture de confrontation fait qu'il y a aussi moins dans la société catalane de volonté de confrontation avec l'État. Et donc tout cela fait que la volonté, aujourd'hui, le sondage de l'Institut sociologique de la Généralité de Catalogne, du gouvernement catalan, montre qu'environ 40% des Catalans sont favorables à l'indépendance, ce qui fait une base populaire et sociale assez importante, mais plus de 50%, ils sont défavorables. Donc, le rapport de force s'est clairement inversé dans la société depuis quelques mois, quelques années. Et donc, il y a eu une tension dans le gouvernement entre Junts qui poussait de plus en plus pour aller vers une nouvelle déclaration unilatérale d'indépendance, et la gauche républicaine qui freinait justement dans l'idée de passer un accord avec l'État pour organiser un référendum. Ce qui veut donc dire symboliquement que pour la gauche républicaine, le référendum de 2017 n'est pas un mandat en soi, contrairement à l'avis de Junts. Il faut en plus savoir que je rentre dans des détails, mais c'est important pour vraiment comprendre, c'est un rapport de force un peu compliqué. Au sein même de Junts, d'Ensemble pour la Catalogne, il y a en fait également quelque part ces deux âmes qui cohabitent entre ce que certains appellent les octobristes, c'est-à-dire ce sont les gens qui se sont engagés en politique après le référendum du 1er octobre 2017, notamment la présidente du parti et actuellement suspendue présidente du Parlement, Laura Borràs, qui, pour le coup, elle venait plutôt de la société civile indépendantiste, s'est engagée en politique et elle est vraiment sur l'idée de reprendre cette confrontation avec l'État. Et de l'autre côté, il y a les anciens de Convergence démocratique dont j'ai parlé, dont le secrétaire général du parti, Jordi Turull, donc c'est-à-dire qu'en plus il y a une répartition des fonctions, et lui est plutôt dans l'idée, ce sont des anciens, c'est un militant politique de toute sa vie, donc il a conscience des rapports de force, il a aussi conscience de l'intérêt pour un parti politique majeur, c'est le 3e parti politique de Catalogne, d'être présent dans les institutions. Ça donne de la visibilité, bien sûr, ça donne des budgets, ça permet aussi, les administrations étant très politisées en Espagne, ça permet d'avoir des hauts fonctionnaires un peu partout dans les différents ministères régionaux catalans, et donc ça rapporte de l'argent, ça donne de la visibilité, et dans la perspective des élections municipales de 2023, ça permet aussi de soutenir les candidats aux municipales depuis les institutions et de tenir un discours, on va dire, gestionnaire et responsable, parce qu'une partie de l'électorat de Junts, c'est l'ancien électorat de la Convergence démocratique, et c'est un électorat en partie bourgeois, en partie conservateur, et donc attaché à une forme de stabilité qui refuse des postures protestataires. Une fois que tout cela est posé, il y a eu à la fin du mois de septembre le traditionnel et annuel débat de politique générale. Et là, Junts, sans en avertir le président de la communauté autonome, Pere Aragonès, donc de la gauche républicaine, a dit « Dans notre accord de coalition, il est prévu que vous vous soumettiez à un vote de confiance du Parlement si nous estimons que l'accord de coalition n'est pas respecté. Nous vous demandons de vous soumettre à ce vote de confiance. » Et Pere Aragonès n'était absolument pas au courant. Il a considéré ça comme une mise en cause de son autorité et une déloyauté de la part de son partenaire. Il a donc révoqué le vice-président du gouvernement, Jordi Puigneró, qui appartient à Junts. Partant de là, Junts a dit, dans ces cas-là, on va organiser un référendum interne pour ou contre le maintien au gouvernement. Et la sortie du gouvernement a été approuvée au début du mois d'octobre par 55% des militants qui ont pris part au vote, avec un taux de participation de près de 80%, sachant qu'au mois de juin, le parti Junts a fait son congrès et moins de 40% des militants avaient pris part aux différents votes internes. Donc, c'est-à-dire que c'est une question qui a beaucoup mobilisé les militants. Le parti Junts a donc décidé de sortir du gouvernement. Pere Aragonès vient donc de renouveler son gouvernement et il a fait des choix assez intéressants puisqu'il avait 7 ministres à remplacer et parmi les 7 nouveaux, il y a un ancien du Parti socialiste qui était favorable à un référendum d'autodétermination. Une vraie figure, l'ancien maire de Gérone, Joaquim Nadal, une figure de la vie politique catalane des années
80, 90. En 95, c'était le candidat du PS à la présidence du gouvernement catalan. Donc, il a quand même un petit peu évolué. Carles Campuzano, qui est l'ancien grand référent de la social-démocratie au sein de la convergence démocratique. Et puis Gemma Ubasart, qui était la première secrétaire générale de Podemos en Catalogne. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte d'ouverture, mais sans aller chercher des militants d'autres partis, mais en tout cas des personnes un peu qui ont été vraiment à un moment des figures de partis dont la gauche républicaine a pu être l'allié ou l'opposant, ou voilà. Mais c'est un peu un signal qu'il veut donner d'un gouvernement ouvert sur toute la société catalane et pas limité uniquement à la gauche républicaine. Ça pourrait être un signal aussi d'ouverture vers Podemos et le Parti socialiste pour former une majorité alternative au Parlement. Mais pour le moment, la direction de la gauche républicaine ne veut pas entendre d'alliance avec le Parti socialiste en Catalogne, parce que se placer sous la dépendance du Parti socialiste, d'abord vis-à-vis de l'électorat indépendantiste, qui reste une force politique majeure, c'est envoyer un mauvais signal, puisque le Parti socialiste avait soutenu en 2017 la suspension de l'autonomie après le référendum. Et puis, si la gauche républicaine dépend à Barcelone du Parti socialiste, elle peut moins peser dans les débats à Madrid, où le Parti socialiste dépend d'elle pour se maintenir au pouvoir avec Pedro Sánchez. Donc il y a tout un jeu qui se crée comme ça. La sortie de Junts du gouvernement, donc elle est objectivement, elle est revendiquée publiquement comme le fait que la feuille de route vers l'indépendance ne va pas assez loin. En réalité, me semble que c'est Enric Juliana de La Vanguardia qui, lui, a une théorie qui, je pense, est plus pertinente. C'est que dans 14-15 mois, il y a des élections générales en Espagne. Les sondages, pour le moment, continuent de donner une majorité au Parti populaire avec le soutien de Vox, donc avec le soutien de l'extrême droite. Et Carles Puigdemont, en fait, qui reste finalement la figure tutélaire d'Ensemble pour la Catalogne, fait le pari de la victoire de la droite et de l'extrême droite, et que dans ce cadre-là, les relations entre les gouvernements espagnols et catalans vont de nouveau se tendre, et qu'il y aura, entre guillemets, une prime à celui qui aura été l'indépendantisme le plus radical, là où le pragmatisme de la gauche républicaine, finalement, pourrait paraître pour une forme de faiblesse. Donc voilà aujourd'hui où en est la situation. La Catalogne a le gouvernement le plus minoritaire de son histoire, puisque la gauche républicaine détient 33 députés sur 135 au Parlement, et elle va entrer dans un débat budgétaire. Pere Aragonès soutient que puisque le ministère des Finances de la Catalogne était tenu par un membre d'Ensemble pour la Catalogne, il n'y a pas de raison qu'il vote contre le budget, mais à partir du moment où il n'y a plus de coalition, il n'y a plus de solidarité budgétaire, et donc rien ne garantit l'adoption du budget. Or, la Catalogne fait quand même face, comme l'ensemble de l'Europe, à une crise énergétique et potentiellement des difficultés sociales et économiques qui nécessitent d'avoir un budget globalement à jour. Merci Antoine pour toutes ces précisions. Donc affaire à suivre en Catalogne. Tu évoquais le budget, enfin les questions le vote sur le budget. Alors si tu le veux bien, passons de Barcelone à Madrid, où justement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances et sur la question de la fiscalité, le débat est vif entre le gouvernement de Pedro Sánchez et l'opposition, et donc notamment le PP, le Parti populaire. Qu'en est-il exactement? Peux-tu nous en parler plus en détail? Effectivement, en fait, le mois de septembre a été celui du début d'une bataille fiscale comme on n'en avait pas connu depuis très longtemps. Elle a commencé par une annonce du président d'Andalousie, Juanma Moreno, dont on a parlé récemment puisqu'il a été réélu au mois de juin avec une majorité absolue, puisqu'il a annoncé la suppression, l'abattement total de l'impôt sur le patrimoine. Il y a en Espagne un impôt sur le patrimoine. C'est l'État qui en détermine les bases. Et ensuite, il est cédé aux communautés autonomes pour qu'elles se financent. Et les communautés autonomes peuvent décider de le moduler jusqu'à créer un abattement de 100%, ce qui fait qu'il ne serait plus payé du tout. La seule région qui fait ça, actuellement, jusqu'à l'Andalousie, c'est la communauté de Madrid, la région, le phare du Parti populaire en Espagne. En fait, cet impôt avait été supprimé par Zapatero, puis rétabli par Zapatero, et quand Zapatero l'a rétabli, le Parti populaire a dit non, nous on continue, on ne le rétablit toujours pas à Madrid. Donc, voilà. Et donc le Parti populaire s'est lancé
là-dedans. Et donc, le gouvernement de coalition PSO et Podemos a dit, mais hors de question de baisser les impôts des plus riches. On est rentré vraiment dans le débat idéologique, entre une droite libérale qui pense finalement à la théorie du ruissellement et à l'attractivité que une fiscalité basse fait venir les entreprises et les entrepreneurs. Le président de l'Andalousie a d'ailleurs même fait un discours où il dit aux entrepreneurs de Catalogne, l'Andalousie est votre terre, rejoignez-nous. Il y a un impôt sur les successions en Catalogne, il n'y en a pas en Andalousie. Il y a un impôt sur le patrimoine en Catalogne, il n'y en a pas en Andalousie. Venez en Andalousie. Bon. Donc il y a une idée de compétitivité, presque de dumping fiscal en fait derrière qui s'instaure. Et donc le gouvernement de Sanchez, lui de son côté, est sur la posture plus social-démocrate, à savoir une fiscalité plus progressive et notamment qui prend plus à ceux qui ont le plus pour donner plus à ceux qui ont moins et financer les services publics. Et surtout qu'il y a en plus depuis longtemps, le Parti populaire demande au Parti socialiste au niveau national de réviser les barèmes de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation. C'est-à-dire comme le discours étant que comme l'inflation rogne le pouvoir d'achat, et ben de l'autre côté, il faut baisser les impôts pour que les gens ne perdent pas de pouvoir d'achat. Ce à quoi le Parti socialiste répond que si on baisse les impôts, on diminue les recettes de l'État et donc derrière, on diminue forcément la qualité des services publics. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Le président de la région de Valence, qui est un baron du Parti socialiste, c'est le socialiste qui dirige le gouvernement avec le plus important budget et le plus de population, décide de diminuer son impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu est décentralisé à 50%, et donc il décide en fait de diminuer les tranches de l'impôt sur le revenu, mais les plus basses. Et arrive donc un autre discours qui est de dire, pour le Parti populaire, il supprime, la gauche dit désormais, le Parti populaire supprime l'impôt sur le patrimoine donc des plus riches, c'est genre 0,2% de la population andalouse. Et de l'autre côté, les socialistes, ça commence à faire effet boule de neige, donc à Valence, en Castille-La Manche, dans les Asturies, les socialistes disent, nous on augmente certaines niches fiscales jusqu'à un certain niveau de revenu, ou on diminue, on retravaille les tranches de l'impôt, ce qui fait qu'en fait ça concerne 97% des contribuables. Et donc le discours, c'est finalement de dire, là où nous on baisse les impôts, en fait on baisse les impôts pour l'immense majorité des gens, là où quand c'est le Parti populaire, c'est vraiment pour l'infime minorité la plus riche. Sauf que le gouvernement de coalition, et notamment la ministre des Finances, María Jesús Montero, avait le discours de dire on ne diminue pas les impôts en période de crise parce qu'on a besoin de recettes pour te faire tenir les amortisseurs sociaux. Ce qui fait que finalement, le gouvernement a décidé, dans le cadre du projet de loi de finances qui a récemment été présenté, d'une part de mettre en place un impôt sur la fortune. En fait, cet impôt sur la fortune n'est pas payé si vous payez déjà l'impôt sur le patrimoine. Mais comme cet impôt n'est pas décentralisé, de fait, c'est là où il a été partiellement ou totalement c'est là où l'impôt sur le patrimoine a été partiellement ou totalement supprimé qu'il sera payé. Donc, il sera payé à Madrid et en Andalousie, là où, par exemple, à Valence, l'impôt sur le patrimoine est à 100%, donc l'impôt sur la fortune ne sera pas payé. C'est une manière très espagnole de réagir, c'est-à-dire au lieu de se dire on va recentraliser l'impôt sur le patrimoine, on va mettre un taux unique dans le pays et ce sera réglé, on a un impôt, on le garde et on en crée un autre qui est exactement le même, mais qui cette fois-ci est au niveau de l'État et qui ne sera pas prélevé sur ce qui est déjà payé sur le premier. Une manière un peu, presque, sans pas envie de me moquer de nos amis d'Outre-Quiévrain, mais ça fait un peu belge pour le coup. On va mettre en place deux dispositifs qui sont moitié complémentaires plutôt qu'un seul qui serait peut-être plus simple à gérer. Et parallèlement, ce projet de loi de finances prévoit également une augmentation notamment de toutes les comment dire. Il devrait normalement y avoir demain plus de personnes qui perçoivent notamment l'équivalent du RSA, donc l'IMV, le revenu minimum vital, une augmentation des prestations chômage, une augmentation, la création également d'une forme d'allocation familiale de 100 € par famille avec des enfants par mois. Il y aura également une réforme de l'impôt sur le revenu, une augmentation des niches fiscales pour les tranches les plus basses pour diminuer comme cela leur impôt sur le revenu sans toucher au barème. Et donc finalement, ce projet de budget, déjà, il est intéressant, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais parce qu'il existe. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'à la fin de l'année prochaine, fin 2023, on a des élections générales. Et donc, il avait toujours été plus ou moins dit
supposait que chacun ferait monter les enchères pour voter le budget 2023 et donc que le budget 2023 ne serait pas votable en l'état. Et en Espagne, quand un budget n'est pas voté avant la fin de l'année, le budget de l'année d'avant se répète. Et il se répète jusqu'à ce qu'un autre budget soit voté, ce qui fait qu'on peut même passer une année entière avec le budget de l'année passée. Là, Podemos et le Parti socialiste ont réussi à trouver un accord, avec en plus une particularité, c'est que Podemos, les 2 années précédentes, avait lié l'accord sur le budget à l'adoption d'une loi sur le logement qui encadre les loyers. En fait, la première fois, ils avaient adopté pour le budget 2021, c'était le principe d'une telle loi. Pour le budget 2022, c'était l'adoption de la loi en Conseil des ministres. Et donc là, l'idée, c'est que la loi, désormais, est au Parlement, mais elle n'est toujours pas étudiée parce qu'il y a des désaccords de fond encore entre les 2 parties sur cette question. Et là, le Podemos a voulu imposer, encore une fois, dire cette fois-ci, on la votera que si son vote est mis à l'ordre du jour du Congrès. Et le Parti socialiste a dit, on s'est mis d'accord sur un texte, il est au Congrès, vous avez présenté des amendements qui sont contraires à l'accord qu'on a passé il y a 1 an, donc la loi sur le logement ne sera pas un point bloquant du budget, et Podemos a été obligé de céder. De même, le budget comprend une hausse des dépenses militaires, ce qui ne satisfait évidemment pas Podemos, qui est au mieux pacifiste, voire quand on voit certaines des déclarations de ses fondateurs, un peu borderline sur la question de la guerre en Ukraine. Je parle de ça, mais l'un des cofondateurs de Podemos, qui est le directeur de son think tank, Juan Carlos Monedero, a produit un tweet très récemment où en fait il renvoie dos à dos Zelensky et Poutine, en disant que ce sont tous les deux fous, en disant que l'un est fasciste et l'autre est nazi. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez. Je résume un peu, mais la posture est vraiment compliquée et on sent que Podemos est disons qu'il y a le pacifisme historique de la gauche radicale, mais l'anti-américanisme ou l'anti-impérialisme d'ailleurs plutôt, peut parfois conduire dans certains discours, mais pas les discours des dirigeants du parti, attention, mais dans certains discours un peu en dérive. Et Podemos a fait semblant de découvrir cette hausse du budget militaire et personne n'est dupe, tout le monde sait très bien que le PSOE a cédé sur certains points, notamment parce que de toute façon la hausse du budget militaire arriverait, elle était prévue, et le Parti populaire a d'ores et déjà dit qu'au moment où elle arriverait au vote, il n'est pas impossible que le Parti populaire vote pour ou s'abstienne, ce qui garantirait en fait finalement l'adoption de ce projet de loi de finances. Maintenant, arrive donc la négociation parlementaire, parce que nous sommes encore à l'étape du projet de loi. Le projet de loi a été déposé, les ministres le présentent aux commissions, et désormais il va falloir négocier, notamment avec la gauche républicaine, avec Bildu, les indépendantistes basques, et avec le PNV, le Parti nationaliste basque. Si on prend ces 3 partis, ça permet au gouvernement d'atteindre la majorité absolue et donc de faire voter son texte avec les amendements qui le souhaitent. Or, on a parlé tout à l'heure de la Catalogne, l'instabilité en Catalogne peut quelque part amener la gauche républicaine de Catalogne à être peut-être un peu moins revendicative qu'elle n'a pu l'être dans les débats budgétaires précédents, parce que dans une forme de donnant-donnant et de responsabilité, encore une fois dans une situation de crise aussi, mais surtout dans l'idée que peut-être aura-t-on besoin des votes socialistes au Parlement catalan pour faire adopter ce projet de loi. Merci Antoine. Évoquons une autre crise politique que connaît l'Espagne, celle liée à son appareil judiciaire, crise qui du coup bloque ce système judiciaire. Peux-tu nous en parler à nous également ? Oui, effectivement, l'Espagne connaît un blocage sans précédent de son appareil judiciaire à son plus haut niveau. Le Conseil de la magistrature, le Conseil général du pouvoir judiciaire, c'est comme ça qu'il s'appelle, doit être élu par le Parlement tous les 5 ans. 12 juges, 8 juristes d'une particulière renommée, et ensuite ces 20 personnes élisent un président qui est aussi le président du tribunal suprême. Pour qu'on se rende compte, le tribunal suprême, c'est la fusion de notre Cour de cassation et de notre Conseil d'État dans sa partie juridictionnelle. C'est la juridiction suprême de l'Espagne, comme son nom l'indique. Le mandat du Conseil général du pouvoir judiciaire a pris fin en décembre 2018 et il n'a pas été renouvelé depuis. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en octobre 2022, ça fait 3 ans et 10 mois que ce conseil est dit en espagnol en funciones, donc en français on pourrait dire en affaires courantes.
Et le Parti socialiste et le Parti populaire étaient parvenus, avant la fin du mandat du Conseil, donc en 2018, à un accord de renouvellement. La particularité, c'est que les deux partis, traditionnellement, se répartissent, se donnent un quota, c'est-à-dire tu proposes X membres, je propose X membres, et on se met d'accord pour voter tous ensemble dessus. Donc c'était 10 membres chacun, et c'était 10 ou 11 membres, enfin en gros, oui, c'était 10 membres chacun. 10 ou 11 membres pour le PSOE et 9 membres pour le Parti populaire. Mais en échange d'accepter une majorité, on va dire, progressiste, parce que du coup, le système est divisé en deux, les progressistes proposés par le PSOE et les conservateurs proposés par l'UPP. Avec après, des interprétations de la loi, etc. On n'est pas dans le délit, on n'est pas dans le principe de la Cour suprême américaine, mais on peut presque s'en rapprocher. On va dire qu'on s'en rapproche. Et en échange, le Parti populaire choisissait le président. Donc le 21e membre du Conseil, et donc il avait proposé un juge du tribunal suprême, un juge pénal qui s'appelle Manuel Marchena, qui a été notamment le président du tribunal des indépendantistes catalans dans le cours de l'année 2019, qui est un juge très renommé, très puissant aussi, qui a beaucoup de relais, beaucoup d'appui dans la magistrature, et qui est effectivement un juge plutôt conservateur, très adepte de la loi et de l'ordre, etc. Et un sénateur du Parti populaire avait envoyé un WhatsApp à tous ses collègues en disant « Ça y est, on a passé un accord avec le PSOE et comme ça, on pourra contrôler depuis les coulisses le tribunal suprême. » Ce qui, évidemment, le juge Marchena a dit tout de suite « Non, moi, en gros, ce message remet en cause mon indépendance et mon impartialité, donc je ne prendrai pas la présidence du Conseil général. » Dans ces cas-là, l'accord a sauté et depuis, il a été impossible de retrouver un accord. Le Parti populaire ajoutant systématiquement des conditions préalables à la signature d'un accord que le Parti socialiste n'était pas prêt à assumer, puisqu'il ne le souhaitait pas. Et donc, le système est bloqué. Et à un moment, le Parti socialiste, avec Podemos et avec ses alliés au Congrès, a fait voter une modification de la loi qui interdit au tribunal suprême de nommer les plus hauts, au Conseil général du pouvoir judiciaire, de nommer les plus hauts juges du pays. Ce sont les nominations les plus importantes. Donc, tous les juges du tribunal suprême, les présidents des tribunaux de province et les présidents des cours d'appel. En gros, c'est tous les principaux magistrats du pays ne peuvent plus être nommés si le Conseil général du pouvoir judiciaire est en affaires courantes. L'idée, c'était en fait, c'est assez terrible, mais la magistrature était, entre guillemets, parce que j'aime pas cette expression, mais prise en otage dans un jeu politique. C'était finalement de bloquer ces nominations, de faire qu'aujourd'hui, il manque des juges dans les principales juridictions du pays et de dire finalement au Parti populaire, vous voyez, avec votre blocage, avec votre refus de négocier, on se retrouve dans une situation de crise où la justice ne peut plus être administrée normalement. Sauf que le Parti populaire a continué à bloquer et que nous sommes arrivés à l'été où il fallait renouveler 4 juges du tribunal constitutionnel. Or, le gouvernement, dans les renouvellements se font par tiers. C'est 4 par 4 par 4. Il y en a 4 pour le Congrès, 4 pour le Sénat, donc ça c'est bon. Et là, les 4 qu'il y a nommés, c'est 2 par le gouvernement et 2 par le Conseil général du pouvoir judiciaire, qui du coup ne peut plus nommer ses juges du fait de la réforme votée par le PSOE et Podemos. Or, la tradition, c'est que le Conseil général du pouvoir judiciaire, le Sénat et le Congrès nomment autant de juges conservateurs que de juges progressistes. Donc, en tout, il y a toujours 10 conservateurs et il y a toujours, je fais mon calcul, excuse-moi, il y a toujours 7 conservateurs et 7 progressistes. Et donc, c'est le gouvernement, s'il est du PP ou du PSOE, qui va faire la majorité. Donc, Sanchez avait prévu de nommer 2 juges progressistes, qui auraient fait 9 progressistes contre 7 conservateurs, sachant qu'il a pris quelques revers devant le tribunal constitutionnel qui a notamment annulé les 2 états d'alerte de la pandémie, qui doit se prononcer notamment sur la loi sur l'avortement de 2010. Il y a des enjeux politiques, malheureusement, autour de ce tribunal, puisque ce tribunal est politisé par les partis qui, certes, y nomment des juges, mais voilà, il y a toujours une politisation, malheureusement, de la justice en Espagne. Donc Sanchez a fait voter une réforme de sa propre réforme pour réautoriser le Conseil général du pouvoir judiciaire à nommer ces 2 juges constitutionnels. Or, un groupe de juges conservateurs du Conseil général qui détient une majorité de blocage a dit « on va prendre notre temps ». Ils avaient un délai légal qu'ils n'ont pas respecté parce qu'en fait, ils ne veulent pas le faire. Ils considèrent que le gouvernement aurait dû leur rendre toutes leurs attributions de nomination et qu'ils sont finalement le ping-pong d'un jeu politique, certains également étant proches du PP,
et donc se disant on va bloquer tout le système, ce qui va obliger le PSOE à revenir négocier le renouvellement du Conseil de la magistrature et à céder sur certaines demandes du Parti populaire. La première demande du PP, juste je vous explique très rapidement, c'est pour l'élection des juges. En fait, il y a 12 juges, comme je l'ai dit, au Conseil de la magistrature. Aujourd'hui, ils sont élus par le Sénat et par le Congrès, 6 pour chaque chambre. Le PP veut qu'ils soient élus par les juges eux-mêmes. Parce qu'en fait, une majorité des juges sont plutôt de tendance conservatrice. Et donc aujourd'hui, il y a globalement un équilibre des forces entre conservateurs et progressistes au Conseil de la magistrature. Et si demain c'était les juges qui élisaient les juges, eh bien, il y aurait une majorité conservatrice ad vitam aeternam dans ce Conseil, ce que le Parti socialiste ne souhaite absolument pas, évidemment. Tout cela, donc, tu vois bien, on est dans une espèce de tension, de gloubi-boulga, et est arrivé là-dessus quelque part l'apothéose. En septembre, le président du Conseil de la magistrature, Carlos Lesmes, qui est un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Justice du temps de José María Aznar, donc qui est plutôt conservateur, mais qui surtout a un petit historique politique, parce que la justice, comme je le disais, la justice est vraiment politisée. Et lui, il a dit, moi c'est très simple, en gros, si le jour de la fête nationale, le 12 octobre, je vois qu'il n'y a aucune avancée sur le renouvellement du Conseil, je démissionne, je m'en vais. Et le lundi 10 octobre, le dimanche 9 octobre, il a annoncé sa démission, parce qu'il n'y avait toujours pas d'accord. Et en plus, il n'arrivait pas, il voulait absolument que les juges au tribunal constitutionnel soient nommés. Il n'arrivait pas à convaincre suffisamment de conservateurs de se rallier à lui et à la minorité progressiste. Et donc, il a démissionné. Ça a quand même fait un choc, un électrochoc. Alors, son discours est quand même un peu hypocrite parce qu'il dit que se maintenir en fonction le rend complice d'une situation institutionnelle qu'il ne veut pas. Ça faisait 3 ans et 10 mois qu'il était du coup complice de cette situation. Donc, il y a quand même une prise de position un peu étonnante. Et finalement, le 10 octobre, Pedro Sánchez a appelé Alberto Núñez Feijóo, il lui a dit, et il l'a convoqué au palais de la Moncloa, et pendant plus de 3 heures, ils ont discuté et ils ont rouvert une voie du dialogue. Et actuellement, à l'heure où on se parle, nous sommes le jeudi 13 octobre au moment de cet enregistrement, les discussions sont toujours en cours. Il y aurait eu des cessions, c'est-à-dire que par exemple le Parti populaire souhaitait que toutes les décisions du Conseil soient prises à la majorité des 3/5. Or, comme jamais aucun des deux camps, entre guillemets, n'a la majorité des 3/5, la division conservateur-progressiste deviendrait inopérante. Le Parti socialiste n'était pas spécialement favorable à ça parce qu'il visait une majorité progressiste au Conseil de la magistrature. Il semblerait, par exemple, qu'il l'ait accepté. De même, le Parti socialiste, le Parti populaire ne souhaitait plus que le poste de président soit parti à l'accord. Jusqu'à présent, en fait, les partis se disaient voilà comment on se répartit les postes, et voilà nos quotas, entre guillemets, de nomination, et le président, ce sera un tel. Là, l'idée, ce sera simplement, voilà nos 2 quotas, et le Conseil choisira souverainement son président, et donc souverainement le président du tribunal suprême. Et en échange, le Parti populaire réclamait donc la fameuse réforme de l'élection des juges par les juges. Il la voulait antérieure à l'élection, au renouvellement du Conseil, et désormais, il serait prêt à accepter qu'elle arrive après, et que le mode précis de l'élection soit proposé par le futur Conseil lui-même. Donc, on commence peut-être à assister à une forme de déblocage, mais ce n'est pas la première fois qu'on pense que le déblocage peut avoir lieu, donc il faut prudence garder. Mais par contre, la démission en fait de Carlos Lesmes, au-delà de l'image un peu forte qu'elle envoie, a beaucoup inquiété les partis espagnols parce que la Commission européenne en fait surveille cette affaire. Le commissaire à la justice Didier Reynders, belge, puisqu'on parlait des Belges tout à l'heure, a plusieurs fois critiqué l'Espagne et l'absence de renouvellement du Conseil de la magistrature, considérant qu'elle enfonçait un coin dans la qualité de l'état de droit démocratique espagnol. Et aujourd'hui, effectivement, la justice est assez déconsidérée et décrédibilisée parce que très politisée, parce que soumise à cette... justement à ce jeu politique, avec en plus des juges qui font l'aller-retour sans aucun scrupule entre le monde politique et le monde judiciaire. La procureure générale de l'État jusqu'à cet été, Dolores Delgado, elle a été procureure antiterroriste, puis ministre de la Justice, puis députée, puis procureure générale.
l'ancien vice-président du Conseil général du pouvoir judiciaire, Fernando de Rosa. Il a été juge, puis ministre régional de la justice à Valence, puis vice-président du CGPJ, puis juge, puis là, il est sénateur. La ministre de la Défense, la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur de Pedro Sanchez sont des juges. Et quand ils quitteront leur fonction, ils pourront réintégrer la magistrature. Donc voilà, il y a cette image un peu de collusion, de connivence, et le blocage du CGPJ sur des questions finalement presque de quotas et de pourquoi c'est toi qu'en as un de plus que moi, a vraiment dégradé l'image de la justice du fait de bisbilles politiques. Mais en plus, c'est-à-dire que tant que Sanchez et Núñez Feijóo, c'est-à-dire deux personnes, ne se disaient pas on négocie, le système était bloqué. Or, l'idée des majorités qualifiées, telle qu'elle a été pensée par les pères constituants de 1977-78, c'était de se dire, sur les grands sujets, notamment sur les grands sujets institutionnels, les principaux partis du pays se dépasseront pour aller chercher les meilleurs et trouveront les meilleurs juristes, les meilleurs candidats pour les meilleures fonctions. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien que c'est en fait une répartition de quotas où on a même des juges qui sont extrêmement critiqués et critiquables dans des instances majeures, le CGPJ ou le tribunal constitutionnel, parce que les partis se répartissent des quotas. Merci Antoine d'avoir décortiqué une question assez complexe et où il est difficile de tenir un peu les tenants et les aboutissants. Alors, si tu veux bien, passons d'une crise à l'autre et évoquons celle diplomatique entre Madrid et Alger, des crises qui semblent avoir des conséquences économiques en Espagne. Donc, peux-tu nous rappeler déjà les raisons de cette crise diplomatique entre les deux pays et donc évoquer ces conséquences en Espagne? Effectivement, les relations entre le gouvernement espagnol et le gouvernement algérien sont les pires aujourd'hui depuis 1975. C'est-à-dire que, on en avait un peu parlé une fois, le gouvernement espagnol a viré de position sur la question du Sahara occidental. Jusqu'à présent, l'Espagne, en tant qu'ancienne puissance coloniale du Sahara occidental, tenait une posture de neutralité entre les Sahraouis et le royaume marocain, à savoir de dire nous soutenons la position qui est celle de l'ONU. Et l'ONU réclame la tenue d'un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental pour que le Sahara occidental décide s'il veut être un État indépendant ou s'il veut être rattaché au Maroc. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise Covid, le gouvernement espagnol a autorisé en grand secret l'accueil pour raisons humanitaires de Brahim Ghali, qui est le secrétaire général du Front Polisario et le président de la République arabe sahraoui démocratique. Et l'info a fuité. Et donc, évidemment, les Marocains l'ont appris. Les Marocains l'ont extrêmement mal pris. Quand je dis les Marocains, les autorités marocaines. Les autorités marocaines ont décidé de relâcher leur surveillance de la frontière au niveau des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Ce qui fait qu'on a eu un afflux massif de migrants, jusqu'à 10 000 personnes par jour, qui franchissaient les barbelés et les grilles et qui s'installaient, qui restaient à Ceuta et Melilla. Pedro Sanchez a donc choisi de modifier la position historique du gouvernement espagnol de manière totalement unilatérale, je tiens à le souligner, sans le consulter avec le Parti populaire notamment, alors que la diplomatie normalement est une question d'État et mis à part quand même le gros sujet de la guerre en Irak qui a été une vraie déchirure entre les deux grands partis, mais normalement les questions diplomatiques font l'objet d'un consensus. Là, Pedro Sanchez a brisé ce consensus en envoyant un courrier au roi du Maroc en lui signifiant qu'il était prêt à soutenir la position marocaine, et la position marocaine étant celle d'un rattachement du Sahara occidental de jure au Maroc avec une autonomie interne. Sauf que l'Algérie, qui accueille des réfugiés sahraouis sur son territoire et qui entretient des relations passablement mauvaises avec le Maroc, l'a extrêmement mal pris et a donc pris des décisions, notamment de rétorsion économique, c'est-à-dire que notamment elle a interdit toute domiciliation bancaire pour des activités d'importation et d'exportation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Espagnols peuvent exporter en Algérie, les Algériens peuvent importer des produits espagnols, mais ils doivent faire transiter leurs transactions bancaires par un autre pays, ce qui fait renchérir leurs coûts et ce qui fait que les exportations
vers l'Espagne, les exportations de l'Espagne vers le Maroc, vers l'Algérie, ont chuté. Donc, ce qui met en danger un certain nombre de secteurs économiques. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je vais te les retrouver dans un instant. Tu vois, si par exemple, on se base, par exemple, le secteur, je reprends ce que j'avais trouvé un document, le secteur de la céramique affirme que c'est 50 millions d'euros qui ont été perdus depuis la rupture des relations commerciales. Les exportations entre les deux pays se sont complètement effondrées. On parle, par exemple, en juin, c'était 66 millions d'euros d'exportation, 28 millions d'euros au mois de juillet, ce qui fait 94 millions d'euros sur juin-juillet. C'était 329 millions d'euros en juin-juillet 2021. Donc voilà, en plus, il y a de moins en moins de relations les fréquences des compagnies aériennes n'ont pas retrouvé leur niveau pré-pandémique de manière volontaire de la part des autorités de l'aviation civile. Donc les billets pour s'y rendre sont hors de prix. Et on arrive désormais à un autre sujet, c'est que l'Espagne s'approvisionne en gaz auprès de l'Algérie. L'Algérie produit du gaz et donc l'exporte à travers un gazoduc. Normalement à travers 2 gazoducs, mais l'un des 2 gazoducs traverse le territoire marocain et l'Algérie ne veut plus faire passer son gaz à travers le territoire marocain. Donc un des 2 gazoducs est coupé et l'Algérie vend du gaz à l'Espagne, mais elle lui interdit de le revendre au Maroc dans l'autre sens. Elle lui dit, si on découvre que vous faites fonctionner l'autre gazoduc dans l'autre sens pour que ça aille au Maroc, on coupe les vannes. En ce moment, c'est pas vraiment le moment de se couper les vannes. L'Algérie, en plus, passé des accords avec l'Italie, avec Mario Draghi, pour augmenter fortement ses livraisons de gaz à l'Italie, donc ce qui veut dire qu'à un moment, les productions de gaz étant limitées, elle ne pourra pas le faire pour l'Espagne. Et arrive aujourd'hui la renégociation des contrats gaziers entre la compagnie algérienne nationale et Naturgy, qui est la compagnie espagnole qui gère qui est la principale compagnie espagnole gazière. Et aujourd'hui, en fait, il y a un accord de principe sur le maintien des livraisons de gaz pour les années à venir, mais pas sur le prix. Et s'il n'y a pas d'accord sur le prix, normalement, le prix, du coup, est fixé à la livraison au prix du marché. Et le prix du marché du gaz étant ce qu'il est, ça risque de coûter très cher à l'économie espagnole. L'Espagne a beau dire, le ministre des Affaires étrangères aime bien dire régulièrement que l'Espagne est la meilleure amie de l'Algérie et qu'il n'y a pas de tension entre nous deux. La réalité, c'est que les relations sont extrêmement tendues. L'ambassadeur algérien a été rappelé pour consultation au mois de juin. Il n'est toujours pas revenu. Il n'est toujours pas revenu et même il a été nommé ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'ambassade aujourd'hui est vacante. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais ça veut quand même dire quelque chose de la rupture des relations diplomatiques entre ces 2 pays et de la mauvaise santé des relations commerciales qui commencent à coûter de l'argent, d'autant qu'en plus, comme il est plus compliqué d'importer en Algérie aujourd'hui, il y a même par exemple des affréteurs qui refusent de charger des matériaux espagnols dans les ports espagnols puisqu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir les décharger dans les ports algériens et ils n'ont pas envie de se faire des allers-retours avec des containers ce qui leur a coûté plus d'argent qu'autre chose. Merci Antoine pour une fois encore la précision de tes analyses. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon et on se retrouvera d'ici peu pour faire un nouveau tour d'horizon ou si l'actualité espagnole l'exige. Merci Antoine et à bientôt. Merci à toi Alexandre, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.